Durand, bienvenue. Merci beaucoup, Christophe. Je suis ravi de vous recevoir pour tout ce que vous êtes dans le journalisme, tout ce que vous avez fait, et puis pour ce livre, Bande à part, un livre qui vous résume et dans lequel vous vous cachez aussi un petit peu, on va en parler. C'est une série de portraits, de rencontres des politiques et des artistes. On se demande d'ailleurs si votre tête ne pense pas beaucoup aux politiques, mais que votre cœur n'appartient pas surtout et d'abord aux artistes, et notamment aux musiciens, même s'il y a Aurore Clément à la fin. Et puis ce sont des portraits parfois qui ont 10 ans, parfois qui ont 6 mois, des rencontres. Et l'éclairage du temps qui passe sur le propos des politiques est particulièrement incisif. Pourquoi ce livre ? Alors la première raison, c'est que le précédent était une sorte de tombeau en hommage à la peinture parce que j'étais très malade. Et donc j'avais l'impression que je ne passerais pas l'hiver ou l'été, je ne me souviens plus, mais le fait d'avoir des souvenirs prouve que ça s'est bien passé. Et après, j'ai senti, exactement pour les raisons que vous définissez, que des gens qui écrivent des livres sur la politique ont tendance à oublier que c'est une forme de littérature en action. Et qu'on apprend autant en lisant Chateaubriand, en regardant par sa fenêtre les cohortes de gens qui sont amenés à la décapitation pendant la Terreur, que en lisant au fond des livres d'Albert Soboul ou d'Albert Mathieix, enfin, ou de gens qui ont travaillé sur des sujets historiques. Donc moi, j'ai toujours intégré dans le journalisme politique que j'ai pratiqué comme vous, à une arrière-cour personnelle, très personnelle. Certains diront même bizarre, qui est celle justement de la littérature. D'où l'envie d'écrire. Est-ce que le drame de la politique depuis quelques années, dans nos âges technocratiques, c'est justement de ne pas avoir rompu ce mariage avec la littérature ? On a des carrières formidables d'hommes politiques qui ne lisent pas et qui s'en fichent. Et puis on a des... Qui l'avouent d'ailleurs. Qui l'avouent, qui l'assument, qui s'en font même parfois une fierté. TikTok a remplacé la Pléiade. Et à côté, on a de vrais littéraires. Type Bruno Le Maire, vous avez une rencontre très intéressante avec Bruno Le Maire, qui disparaissent, qui passent dans les sables mouvants. Alors lequel Bruno Le Maire m'a dit que par exemple à Bercy, s'il était resté, il aurait engagé de plus en plus d'ingénieurs et de moins en moins d'énarques, parce que les énarques ne servent plus à rien, me disait-il, étant donné l'évolution fracassante de la technologie dans le monde et donc de l'industrie contemporaine. Ce qui m'a paru sur le long terme, puisque vous évoquez ce long terme, la chose la plus importante, et là je m'adresse, je vous l'ai dit d'ailleurs, à l'amateur de théâtre que vous êtes, c'est qu'en fait la Ve République c'est quelque chose de grandiose, c'est un peu l'armée des ombres, mise en musique par le général de Gaulle et Michel Debré. C'est shakespearien, vous le dites. Voilà, c'est shakespearien, et malheureusement aujourd'hui il n'y a plus un acteur capable de jouer, il n'y a pas de Burton en magasin, on ne peut pas penser une seule seconde, et ça n'a rien de désagréable, que Marc Fesneau ou d'autres appartiennent à cette catégorie-là. Je dirais même Gabriel Attal et tant d'autres. Ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas l'envergure, ils n'ont pas l'amour aux trousses, ce que j'ai eu moi. C'est peut-être ça qui m'a, d'une certaine manière, anobli, alors que j'étais un journaliste comme les autres. Et donc, au fond, ils exercent le pouvoir comme on exercerait un métier de manager, au fond. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut changer les institutions pour s'adapter à cette nouvelle classe politique. Vous savez, les institutions en elles-mêmes, elles ne vont pas résoudre une crise politique. Quand il y aura plus de proportionnel, Barnier réfléchit, il l'a dit, la plupart des partis le souhaitent, c'est probablement une bonne chose, mais ça ne réglera pas le problème de fond d'une sorte de décalage dans lequel les Français sont totalement impliqués, car en fait, c'est aussi un des sujets du livre. C'est-à-dire que les Français ont élu 8 présidents de la République depuis que la 5e existe, et ils ont tous viré. À commencer par le général de Gaulle. Vous le dites, la 5e est violente et le peuple est régicide. Absolument. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde le constate. Donc on est obligé de se poser cette question ensemble, c'est-à-dire pourquoi les gens élisent d'une certaine manière très facilement, par exemple Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, et après leur font subir les pierres à vanille comme s'ils découvraient un personnage nouveau pratiquement en 8 jours. On prend le cas de Nicolas Sarkozy. Il est élu avec une confortable avance sur Ségolène Royal. Et après l'histoire du Fouquet, il n'y a plus aucun sondage qu'il donnera gagnant pour la présidentielle suivante pendant 5 ans, alors qu'il a travaillé pendant 5 ans, qu'il y a une crise financière, etc. Que se passe-t-il dans cette tête des Français que vous avez définie à raison comme régicide ? La seule réponse est effectivement dans l'histoire, dans la littérature et pas simplement dans la science politique. C'est-à-dire qu'il y a une âme, une identité française, une pulsion française qui est très particulière et qui ne correspond pas du tout à l'art du compromis que l'on vante si souvent chez nos voisins. C'est une âme d'un peuple suicidaire en ce moment, qui est le spectateur de son propre déclin ?
Il y a un sujet qui est évidemment celui de la périphérie de la gloire. C'est-à-dire que nous sommes à la périphérie de la gloire. Technologiquement, on l'a vu pendant l'affaire du Covid, pas de vaccin à la remorque. On le voit pour l'IA, pas de grandes sociétés françaises qui font l'intelligence artificielle. Quand on a un déficit colossal et une dette colossale comme nous les avons, nous ne pouvons pas revendiquer d'avoir, comme le préconisait le général de Gaulle, une puissance sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'actuellement, dans ce qui se passe au Proche-Orient, notre voix au zéro, c'est à peu près la même chose. Et donc les Français sont très conscients de ça et ils en sont très malheureux. Souvenez-vous le paradoxe de la fierté du discours de l'ONU de Villepin. Tout d'un coup, les gens se sont dit, tout d'un coup, la voix de la France existe. Et même les Jeux Olympiques ont participé de cette consolation. Les Jeux Olympiques, lequel Villepin, actuellement, est voué aux gémonies par une autre partie de l'opinion. Et donc, on lui a enlevé ce qu'on lui trouvait de flamboyant, etc. Arrêtons-nous sur certains de ces personnages. Vous parlez de Villepin. Je vais rapprocher Védrine et Villepin, ces deux portraits de votre livre. Qui disent un peu la même chose, d'ailleurs, mais le ton est différent. Voilà, il est plus professoral chez Védrine, il est plus mousquetaire et provocateur chez Villepin. Pourquoi chez eux aussi un certain cynisme, un certain fatalisme? C'est le pouvoir qui les a rendus comme ça insensibles? D'abord, je crois que chez Védrine, il y a le côté Kissinger, c'est-à-dire qu'il croit au rapport de force d'abord et avant tout, et c'est à notre défaveur actuellement. Comme il le dit dans le livre, il y a 1,5 milliard de musulmans, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc le rapport de force est totalement en défaveur des Français sur la scène internationale. On l'a encore vu avec l'histoire de ces journées et le départ de Thierry Breton, donc ça c'est une constante. Chez Villepin, il y a une histoire personnelle, il est né au Maroc, il a vécu au Venezuela. Son frère est mort dans des conditions épouvantables. Il était plus ou moins chargé de le surveiller. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le lirez dans le livre. Et ça a créé chez lui un goût fanatique pour les poètes maudits comme Nerval, la littérature, on y revient. Et donc un côté, je peux le dire dans le bon et peut-être dans le mauvais sens du terme, excessif. C'est une sorte de tragédien égaré justement dans ce monde politique que vous racontiez tout à l'heure. Il y a un nihilisme. Nerval, c'est nihiliste. C'est la recherche du suicide, mais je ne pense pas du tout que ce soit le cas de Villepin, mais ce sont des gens qui sont peut-être, comment peut-on dire, peu adaptés à ce qui est devenu la politique aujourd'hui. Et leur position vis-à-vis d'Israël est très critiquée parce qu'on les considère comme l'un mitterrandien, l'autre gaulliste, dans deux veines qui ne sont pas pro-sionistes. C'est une conviction idéologique chez eux ou c'est une espèce de fatalisme? Alors là, vous les connaissez aussi bien que moi, vous pourriez les interroger, je ne vais pas répondre à leur place. Dans le cas de Villepin, il y a cette idée qu'il y a toujours eu cette conviction qu'on peut qualifier de tiers-mondiste, même si elle est gaulliste, depuis le début, depuis l'enfance. Ça, c'est le point numéro 1. Quant à la position de Védrine, du gaulo-mitterrandiste, c'est une position qui est à la fois revendiquée, mais qui tient pas tellement la route de mon point de vue, parce que souvenez-vous, par exemple, pendant la crise des missiles de Cuba, le général de Gaulle, il a pris position pour le monde libre. Il s'est pas trompé. Il n'y a jamais eu... c'est ni les uns ni les autres. Et c'est un problème qu'on a retrouvé à de multiples reprises dans l'histoire politique et de la politique étrangère française. Donc rien n'est à prendre à la lettre. Tout est une question de caractère. Mais je crois que les Français, à un moment, après la dissolution qui leur est apparue comme une absurdité, voire peut-être comme une violence, ils avaient cette espèce de rêve qu'on réunisse tous ces gens grandioses et qu'on fasse tout d'un coup une sorte de gouvernement des grands Français, pas forcément d'accord sur leurs idées politiques, mais qui auraient accepté de travailler ensemble. C'est 58, c'est l'Union nationale. Voilà. Et c'est évidemment c'est évidemment le deuxième échec après la dissolution, c'est que ce rêve français qui n'a jamais été celui d'Emmanuel Macron et qui n'a pas du tout voulu abandonner toutes les rênes du pouvoir, ce rêve français, il est venu comme une deuxième désillusion après la décision du 9 juin, qui est une décision d'ailleurs très ambiguë parce que au fond c'est une décision que le président de la République a pris largement contre les siens, pour les empêcher, la fameuse grenade dégoupillée, pour les empêcher de s'organiser et pour leur reprocher, au fond, de leur dire, bon, alors j'ai 3 ans où je vais rester au pouvoir, qu'est-ce que vous me proposez? Je veux dire, mes alliés, François Bayrou,
Allez-y. Et ils les ont autres. Ils ont échoué. Et Un mot sur... et en fait, il lui proposait qu'une seule chose, c'est une sorte d'agonie lente, le temps qu'il s'organise. Voilà. Édouard Philippe, Pour la Bruno suite. Le Maire. Voilà, pour la suite, pour voilà, l'héritage. pour la suite, voilà. Un mot sur Nicolas Sarkozy. Il y a un très long dialogue avec Sarkozy, très riche. Page 61, il dit à propos du conflit israélo-palestinien, les pays ne changent pas d'adresse, ça va se régler entre Israéliens et Palestiniens. Ce qu'il faut, c'est trouver des leaders. Il vous dit ça au début de l'année 2024. Il a bien vu les choses, lui, sans cynisme, avec une certaine forme de sagesse. Alors, ce qui est particulier avec Nicolas Sarkozy, qui est un personnage assez bouillant, vous le savez, c'est que j'ai trouvé que l'entretien qu'il a eu la gentillesse de m'accorder était un entretien qui marquait un recul, je parle de recul d'analyse, très nouveau dans la façon dont on a considéré le personnage depuis des années et des années. Une certaine forme de maturité, à la fois par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ses erreurs, par rapport à l'épreuve du pouvoir et par rapport au conflit donc israélo-palestinien. Peut-être plus homme d'État encore que quand il était président. C'est très curieux, c'est très curieux. C'est-à-dire que plus il se rapproche des difficultés personnelles, plus on a l'impression d'une certaine forme de sagesse. Sagesse de Nicolas Sarkozy. Tous les interlocuteurs auxquels vous parlez de Jean-Luc Mélenchon voient juste sur le personnage. Que vous les ayez rencontrés il y a 10 ans, il y a 5 ans ou il y a 6 mois. Mais ils le détestent tous, en fait. Et aucun n'a réussi à l'empêcher. Pas plus Cazeneuve que Hollande. Tout le monde s'est fait écraser. Pourquoi ? Je pense qu'il y a un besoin de radicalité dans le pays qui nous ramène à la question du début, à savoir l'identité française qui s'incarne en Jean-Luc Mélenchon, qui est en grande partie rationnel et qui refuse le capitalisme, tout simplement, qui est la façon dont le monde fonctionne. Et ça, c'est encore ancré dans la France. C'est-à-dire que ce qui est bizarre, si vous voulez, c'est que la Chine est capitaliste, la Russie est capitaliste, et la France croit ou pense pouvoir inventer un modèle qui ne le soit pas, ce qui est totalement impossible. Les fameux 5 ou 600 points de Mélenchon de la campagne de 2017, il n'y a pas un pays au monde qui vit avec ça. Et pourtant, il y a des gens qui l'ont propulsé plusieurs fois, donc avec des scores importants à la présidentielle. C'est aussi notre identité. Notre paradoxe. Allez, pour finir, une double question piège. Si vous deviez garder dans votre panthéon un peintre et un musicien. Alors écoutez, pour le musicien, ce serait Miles Davis. Pour des raisons qui tiennent à le premier chapitre du livre, Ascenseur pour l'échafaud, c'est-à-dire ce dîner, ce déjeuner avec François Mitterrand où je les ai vraiment vus à l'agonie, ce qui prouve que la Ve République quand même est un système qui pulvérise les gens qui l'incarnent. Et si vous parlez d'un peintre, ce sera évidemment Édouard Manet, parce que c'est vous avez le grand génie, voilà, des ouvrages. Le grand génie français. Guillaume Durand, Bande à part, c'est chez Plomb. Promenade passionnante parmi les politiques, les artistes, parmi notre temps. Merci Guillaume.